Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc, dans ce webinaire sur l'alimentation en cette période de coronavirus, je suis Julien Moratille. Je suis responsable de l'activité promotion de la santé à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine et je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes actuellement une petite centaine de personnes connectées. On voit que le nombre monte un petit peu à mesure. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous donner encore quelques mots sur le mouvement mutualiste en territoire rhénano-aquitain et sur la mutualité française. Elle fédère 200 vraies mutuelles et coordonne plus de 300 établissements sanitaires et médico-sociaux. Et tout comme les vraies mutuelles, tous ces établissements sont à but non lucratif et sont ouverts à tous. La mutualité française Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi un acteur de prévention. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui à vos côtés. Et notre mission est de proposer des actions thématiques pour permettre à la population de faire des choix éclairés en matière de santé. Nous agissons dans cet objectif commun aux côtés des mutuelles, ainsi qu'avec les acteurs institutionnels de santé publique et les collectivités locales dans chacun des départements du territoire. Nous proposons des ateliers sur un grand nombre de thématiques de santé à tous les âges de la vie. Aujourd'hui, nous allons passer 1 heure ensemble pour échanger sur le thème de l'alimentation au sens large, en lien avec la crise sanitaire et tout ce que cela implique, le but étant de vous accompagner dans vos réflexions et vos questionnements. Nous avons construit une intervention qui va se passer en 2 temps. Nous allons d'abord vous présenter nos réflexions et apports concernant nos comportements alimentaires qui peuvent être perturbés dans la période, sur le choix des produits et sources d'approvisionnement durables et responsables. Nous sommes d'ailleurs cette semaine en pleine semaine européenne de réduction des déchets, ainsi que sur les bons gestes pour limiter la circulation du coronavirus pour la santé de tous, toujours en lien avec l'alimentation. Dans un second temps, nous répondrons à vos questions en direct. Mais avant de laisser la parole à notre intervenante, qui sera aujourd'hui ma collègue Adeline David, qui est notamment diététicienne, je voulais vous rappeler quelques consignes pour pouvoir bien fonctionner ensemble. En bas de votre écran, vous avez un onglet qui s'appelle Q&R, dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. J'ai vu que certaines avaient déjà commencé à s'en servir. Surtout, soyez le plus direct et le plus concis possible dans la rédaction de ces questions, pour que nos collègues qui sont en coulisses puissent les rassembler et les trier pour nous. Ne citez pas de marque, surtout. Nous ne pourrons pas vous apporter de réponse en étant en direct. Je vous retrouve en deuxième partie pour avancer ensemble autour de vos questions. Adeline, bonjour et bienvenue. Eh bien, c'est à toi. Bonjour Julien, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Adeline David, responsable promotion, prévention santé à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Je suis la collègue effectivement de Julien, diététicienne dans mon parcours et avec un parcours universitaire aussi tourné autour de la nutrition. Donc j'espère pouvoir vous apporter des éléments de réflexion, de questionnement et de répondre à vos questions. Je partage mon écran et on démarre tout de suite. Voilà, normalement, on est en plein écran. Donc aujourd'hui, on parle d'alimentation, mais effectivement d'alimentation dans le cadre de la crise sanitaire. Le premier point que je souhaitais aborder avec vous, c'est de savoir un petit peu plus ce qui s'est passé pendant les périodes de confinement et ce qui s'est passé plutôt par rapport à nos comportements alimentaires. Un premier confinement nous a été imposé au mois de mars, vous vous en souvenez tous, pendant 51 jours. Ça a clairement chamboulé nos habitudes alimentaires. De nombreuses études de santé publique se sont mises en place en France. Je vous ai proposé quelques chiffres de l'étude Copiprev qui a été menée par Santé publique France au mois d'avril et au mois de mai 2020 en pleine période de confinement. On a à la fois des éléments qui sont un petit peu négatifs et d'autres qui sont positifs et c'est là-dessus qu'on va rebondir. Dans cette étude, elle montre que 17% des personnes qui ont été interrogées ont considéré que leur alimentation était moins équilibrée pendant le confinement qu'avant le confinement. 27% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles grignotaient entre les repas plus que d'habitude et 36% des personnes ont déclaré avoir pris du poids, une moyenne de 2,5 kg. Je crois que vous en aviez entendu parler dans la presse largement.
En revanche, dans les points positifs, et ce qui est intéressant de noter, c'est que 37% des personnes ont déclaré cuisiner des plats maison, donc véritablement prendre un temps de préparation dans la cuisine plus que d'habitude, ce qui est vraiment un point essentiel. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un deuxième confinement depuis le 30 octobre, mais il est clairement différent du premier. Aujourd'hui, des secteurs d'activité entiers continuent de travailler. Le télétravail n'est pas systématique pour nous tous, ni à 100%. Et les crèches, les assistantes maternelles, les établissements scolaires continuent d'accueillir nos enfants. Nous avons donc un confinement qui est différent, que nous vivons différemment, et nous pouvons de fait adapter nos habitudes alimentaires de la même manière. Avant de passer au conseil, je voulais vous dire quand même que par rapport à ce confinement, il est normal de noter ce qui a été noté dans les études de santé publique. En effet, le grignotage, le déséquilibre alimentaire, peut s'expliquer largement par les peurs, les angoisses, les craintes qui ont été liées à cette crise sanitaire, par le fait aussi de moins sortir de chez soi. Donc, nous avons dépensé moins d'énergie, pratiqué moins d'activité physique, ce qui se ressent sur un déséquilibre de la balance entre les apports et les dépenses, d'où peut-être une prise de poids. Ce sont d'autant de points que nous pouvons travailler pour ce deuxième confinement. Dans les conseils que je peux vous donner, et bien sûr nous en rediscuterons à l'issue de mon intervention, ce qu'il y a d'important et ce qui est, il me semble, le plus simple à faire pendant ce confinement, c'est véritablement de rythmer sa journée, de conserver le rythme que nous avions avant le confinement, donc sur une période de travail ou une période de vie plutôt classique, de se lever aux mêmes horaires, de se préparer comme si on allait travailler, de prendre ses petites habitudes pour emmener ses enfants à l'école. Tout ça, c'est d'autant de points qui nous permettent véritablement de rythmer la journée, de nous organiser et aussi de pouvoir organiser nos 3 repas par jour à des heures régulières. Je sais que bon nombre d'entre vous, vous êtes en télétravail. Parfois, c'est complexe de télétravailler. Nous n'avons pas forcément un bureau à notre disposition. Nous sommes parfois en train de travailler sur la table de la salle à manger ou dans notre cuisine. Pour autant, il faut réussir à se déconnecter pendant les repas, à éteindre peut-être son ordinateur, éteindre son téléphone et prendre le temps de manger. En moyenne, notre temps de repas en France diminue d'année en année. Or, il serait important de consacrer au moins 20 minutes à un repas et dans l'idéal, entre 30 et 45. Vous le savez, on parle beaucoup d'équilibre alimentaire, d'alimentation diversifiée, équilibrée. Il est vrai que pendant ce confinement, il faut essayer de continuer à manger de tout. 2 points qui me semblent importants. Alors, en diminuant les quantités habituelles. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que malgré tout, vous savez, nous sommes restreints dans nos déplacements. Nous n'avons plus la possibilité de faire de l'activité physique comme nous le faisions auparavant, peut-être dans des associations ou dans des clubs. De ce fait, nos dépenses énergétiques diminuent. Il va donc falloir adapter malgré tout les portions que nous pouvons consommer. Je vous ai mis des repères. Plutôt que d'être angoissé, d'être inquiet, de vouloir peser à tout prix ou de vouloir tout le temps lire les étiquettes, c'est quelque chose d'assez complexe. Un très bon repère est le repère de la main. Vous avez la possibilité de retrouver à peu près toutes les portions que nous pouvons consommer avec notre main. Ce qui me semble assez important, c'est de maintenir la portion d'une part de poisson, qui est grande comme la main, ou d'une part de viande grande comme la paume de la main. En effet, l'apport de protéines est indispensable pour maintenir une masse musculaire stable. En revanche, peut-être on fera attention à sa part de féculents dans la journée, donc les pâtes, le riz, le pain. Tous ces éléments sont peut-être un petit peu à diminuer. Vous voyez à l'inverse que la part belle est toujours faite aux fruits et légumes et j'insisterai aussi sur l'intérêt de consommer des légumes secs, lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots rouges qui sont des aliments très intéressants en termes de fibres, de protéines végétales et de vitamines et minéraux. Ne vous inquiétez pas, à l'issue de ce webinaire, nous vous enverrons un certain nombre de documents et notamment un outil détaillé pour utiliser sa main comme repère de consommation. Il me semble important pendant cette crise sanitaire de continuer à se faire plaisir. Continuer à se faire plaisir en mangeant, c'est vraiment quelque chose d'indispensable.
Par exemple, c'est quelque chose qui est souvent cité, mais à chacun de trouver son truc et son astuce. Un carré de chocolat noir en fin de repas, manger une petite poignée de quelques fruits secs, donc plutôt pruneaux, abricots ou fruits oléagineux, noix, noisettes, noix de cajou, ça fait partie des plaisirs. Qui sont importants. J'insisterai aussi sur le fait de vous dire que prendre plaisir à manger un aliment, c'est vraiment prendre le temps de le déguster et le faire en pleine conscience. C'est-à-dire que si vous consommez un carré de chocolat noir en fin de repas avec votre café, mais que vous êtes en permanence en train de vous dire c'est pas bien ce que je fais, je devrais pas. Oh, j'adore le chocolat, mais vraiment c'est pas raisonnable, je ne devrais pas. Votre cerveau, lui, est parasité par tous ces messages, par le fait de manger un aliment qui lui fait plaisir parce qu'il y a du sucre, du gras, et en même temps, les messages que vous envoyez à votre cerveau qui disent non, je ne devrais pas faire ça. Là, votre cerveau est complètement perdu et vous avez le risque de finir par manger finalement la tablette tout au long de la journée et de venir grignoter. Alors que si vous, en pleine conscience, vous dégustez votre carré de chocolat en fin de repas, voilà, vous avez la possibilité, vous n'y reviendrez pas, probablement. Sur les autres conseils, ce qui me semblait important, l'alcool peut être un plaisir et des études aussi ont montré que le télétravail et le confinement ont une tendance à augmenter les pratiques addictives et notamment la consommation d'alcool. Certes, c'est un moyen de se faire plaisir, par exemple autour d'un apéritif avec un accompagnement. Je vous invite quand même à faire le point sur votre consommation d'alcool et je vous rappelle que la recommandation, ce n'est pas plus de 2 verres par jour que l'on soit homme ou femme, et pas tous les jours. Il nous faut des jours sans consommation d'alcool. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, un point positif de ce confinement, c'est que les familles, les personnes se sont remises à préparer des petits plats maison. Et ça, c'est une bonne chose. Si vous en avez la possibilité, parce que vous économisez par exemple le temps de déplacement entre votre lieu d'habitat et votre lieu de travail, pensez effectivement tous les jours à cuisiner un petit peu. Associez les enfants, ça leur fera vraiment plaisir. Et puis, vous avez tout un tas de techniques et d'outils qui peuvent vous aider pour accélérer ce temps entre guillemets de préparation et c'est ce qu'on appelle le batch cooking. C'est l'art de cuisiner pour toute une semaine ou pour en tout cas plusieurs jours en un temps réduit. Vous pouvez essayer de consulter des documents à ce sujet, c'est assez intéressant comme technique. Et puis, je pense qu'il ne faut jamais oublier, quand on parle d'alimentation, on parle toujours de l'activité physique en même temps. Profitez de cette autorisation qui nous est permis de pratiquer une activité physique. Certes, 1 heure par jour dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez soi, ça semble peu, ça semble pas forcément le plus agréable, mais c'est important de sortir de chez soi tous les jours et de s'aérer. On a la chance d'avoir une météo qui est plutôt clémente en ce moment en Nouvelle-Aquitaine, donc profitons-en. Quelques repères plus précis. Je vous parlais éventuellement de faire vos menus à l'avance. Pour savoir ce que vous allez manger, c'est une bonne chose. Vous avez des outils très intéressants comme la fabrique à menus que l'on retrouve sur le site mangerbouger.fr qui vous permet de préparer vos menus midi, soir pour le nombre de convives que vous êtes chez vous et de pouvoir préparer aussi des listes de courses. Je vous parlais du batch cooking. Bien évidemment, il y a une grande quantité de livres qui parlent de cet art culinaire qui consiste vraiment à cuisiner, à préparer en fait à l'avance des basiques et puis à terminer, on va dire, la préparation, l'assaisonnement chaque jour. Vous avez aussi peut-être dû voir récemment de nombreux agendas qui vous proposent qu'est-ce qu'on mange ce soir, comment cuisiner tous les soirs pour une famille avec des enfants. Toutes ces petites astuces, dedans vous retrouvez des menus types, des listes de courses. C'est un moyen de vous aider à préparer à l'avance vos repas. Bien sûr, quand on est confiné et qu'on doit préparer le repas tous les jours de la semaine, midi et soir, pour un certain nombre de convives et que l'on n'en avait pas l'habitude auparavant, on a peut-être le souhait aussi d'utiliser les produits qui nous sont mis à disposition par la grande distribution. Pas de souci par rapport à ça, vous avez des aides qui sont assez intéressantes. Vous voyez en haut à gauche le Nutri-Score qui vous permet de classer les aliments par une lettre, un aliment qui est plutôt de qualité, de bonne qualité nutritionnelle qui sera classé A jusqu'à un aliment qui est moins intéressant nutritionnellement. Je vous invite à utiliser ce Nutri-Score sur des plats qui seraient plutôt
transformés, ultra transformés, c'est un bon repère. Vous avez aussi des applications. Là, je vous présente par exemple l'application Yuka, mais il y en a bien d'autres. Ces applications peuvent aussi vous donner des repères quant à la composition nutritionnelle des repas et aux additifs qui y sont insérés. Une deuxième partie me semblait assez intéressante, et cette crise sanitaire, vous avez dû le voir, a aussi modifié nos habitudes de consommation, nos actes d'achat, et a fait la part belle à certains nouveaux modes de consommation. Pendant ce premier confinement, encore une fois, on a été limité dans nos déplacements, les restaurants fermés. On a vu des difficultés d'approvisionnement sur certains produits, des ruptures de stock. On a aussi eu certaines personnes avec le chômage partiel qui ont forcément une difficulté qui s'impacte sur le budget alimentation. Tous ces choix, tous nos choix de consommation, nos actes d'achat ont été impactés. Nous avons des éléments de réflexion qui, pour l'instant, sont peut-être encore timides dans la mise en place par chaque citoyen que nous sommes, puisque à la veille du second reconfinement, on a à nouveau noté des stocks importants réalisés par les Français. Je souhaitais vous trouver des chiffres assez parlants que je n'ai pas trouvés, donc il m'a paru intéressant de vous présenter un article d'un journal, vraiment le jour du confinement, le 30 octobre, où certains rayons de supermarchés ont à nouveau été pris d'assaut. Et ce qui avait été vendu le plus en magasin, le riz, les pâtes, les produits ménagers, les épiceries salées, sucrées, plutôt pour l'apéritif, et les gâteaux pour le goûter des enfants, et bien sûr, le papier toilette. Donc on voit que cette crise sanitaire aussi, la crainte de pénurie, la crainte du manque, presque comme si on était en temps de guerre, et le chef de l'État nous l'avait dit, nous sommes en guerre. On voit que ces comportements sont tout à fait justes, tout à fait en fait adaptés à cette crainte. Pour autant, je vais vous montrer que on n'a pas de raison de faire de stock plus important, et que l'on peut se questionner véritablement sur nos habitudes de consommation et d'achat. Encore une fois, la difficulté souvent d'approvisionnement et la limite des déplacements nous a réorienté vraiment vers le local. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en étant à proximité de chez soi pour pouvoir continuer à se nourrir et à nourrir notre famille? Et on a vu se développer au cours du premier confinement énormément de circuits courts, une mise en avant de structures, par exemple les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui ont continué de fonctionner et ont de plus belle proposé des paniers de producteurs en click and collect. Des grandes enseignes comme le Bienvenue à la ferme, qui a mis en place un drive fermier, La Ruche qui dit oui, les magasins de producteurs qui se sont adaptés pour proposer des click and collect, des initiatives locales d'habitants qui se sont réunis dans des quartiers pour trouver des solutions et pour aller s'approvisionner. Au printemps, on a aussi vu énormément de producteurs qui proposaient des cueillettes en direct chez eux, et on pouvait directement s'approvisionner. Bref, tout un tas d'initiatives qui se sont mises en place dans le courant du mois d'avril. La bonne nouvelle, c'est que ces initiatives sont toujours en place. On a toujours des drives, on a toujours des click and collect, on a toujours des grandes associations et des AMAP qui continuent de fonctionner pour que l'on puisse s'approvisionner en produits frais, en produits locaux. C'est une bonne nouvelle. Et favoriser les circuits courts et les achats locaux, c'est un vrai enjeu pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. C'est la garantie d'avoir des produits de saison qui sont de saveur, qui ont du goût. Vous le savez, on parle toujours en termes d'alimentation équilibrée, on parle aussi de goût, c'est important. Favoriser les circuits courts, c'est aussi favoriser un prix plus juste, un prix juste qui rémunère le producteur plus justement. Être en contact avec ces producteurs, par exemple dans les marchés, puisque les marchés sont toujours ouverts, c'est aussi l'occasion d'en connaître plus sur ces pratiques agricoles. Est-ce qu'ils pratiquent une agriculture raisonnée, peut-être même une agriculture bio? C'est intéressant de se questionner sur sa manière de fonctionner. Et puis d'une manière générale, c'est la possibilité de valoriser et de soutenir une économie locale et engagée. Et ça peut permettre aussi de se réapprovisionner quand parfois dans la grande distribution, il y a des problèmes d'approvisionnement ou de rupture de stock. Je vous dis aussi un petit mot sur le bio. Pendant ce premier confinement, l'alimentation bio a explosé aussi en France. Le pourcentage de part de marché s'est envolé pour plusieurs raisons.
La première raison, c'est que les ruptures de stock dans les super et hypermarchés ont parfois obligé les gens aussi à se tourner vers les magasins bio qui pouvaient proposer des produits. Donc, la consommation de produits bio s'en est ressentie. Et puis, il y a aussi eu le questionnement de consommateurs de s'interroger justement sur notre alimentation et sur notre alimentation de demain et de revenir à quelque chose de plus juste, de plus local et de meilleure qualité pour notre santé et notre environnement. Enfin, ce qui me semble intéressant, on ne pouvait pas proposer des initiatives locales sur toute la région, ne sachant pas d'où vous veniez les uns les autres. En revanche, ce qu'il est à noter, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, nous avons eu la chance d'avoir une plateforme qui s'est mise en place. Vous voyez le site internet qui s'affiche sur le bas de ma slide. C'est une plateforme qui a été créée pendant le premier confinement par la région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et la Chambre de commerce et d'industrie. Cette plateforme existe toujours à l'heure actuelle, elle est toujours active, elle est toujours actualisée et en fait, elle vous permet simplement, en vous géolocalisant ou bien en rentrant vos coordonnées d'adresse postale, de trouver des producteurs, des associations près de chez vous, des restaurants qui peuvent proposer de la vente à emporter ou toutes les initiatives locales pour vous approvisionner en produits frais et en produits locaux. Et notons que cette initiative en Nouvelle-Aquitaine a depuis été reprise dans de nombreuses régions par des acteurs similaires. Et je ne parle pas non plus de toutes les collectivités ou communautés de communes en Nouvelle-Aquitaine qui elles-mêmes aussi ont mis en place leur plateforme pour connaître les producteurs locaux et les marchés et les associations qui pouvaient proposer des paniers abordables. Enfin, je vous ai dit que cette crise sanitaire, oui, elle révélait des craintes, des angoisses qui pouvaient être à l'origine de stocks excessifs, ce qui n'est pas forcément utile. En revanche, il y a effectivement des essentiels que l'on peut avoir toujours dans sa cuisine, des ingrédients de base comme la farine, le sucre, des œufs, des huiles, du vinaigre, des produits frais comme le beurre, le lait et de la levure de boulanger, d'autres épiceries sèches comme des pâtes, du riz, de la semoule, des pois cassés ou des pois chiches. Et puis des petits condiments et certains fruits et légumes qui se conservent bien. Ne vous inquiétez pas, vous ne voyez probablement pas très bien cette liste, mais nous vous la redonnerons dans un second temps avec le replay de cette conférence. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais de pouvoir préparer vos repas à l'avance pour pouvoir établir vos listes de courses. Là, encore une fois, c'est une bonne chose. Vous pouvez établir vos listes de courses en fonction du nombre de convives que vous avez dans votre foyer et de la fréquence de réapprovisionnement que vous envisagez. En effet, pendant ce confinement, il n'est pas forcément de bon ton d'aller tous les jours en course pour se réapprovisionner. Peut-être envisager des achats toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais en tout cas, allez-y en vous organisant de cette manière-là et sans faire des stocks démesurés. Enfin, je ne pouvais pas aborder cette conférence sans vous parler, bien sûr, du risque de contamination du coronavirus. La première chose pour vous rassurer, pour vous dire qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune étude scientifique qui montre que l'on peut être infecté par le coronavirus en mangeant un aliment contaminé. Rien ne le prouve. Malgré tout, nous ne savons pas exactement combien de temps peut rester le virus sur certaines surfaces, des surfaces cartonnées ou des surfaces plastiques. Les études diffèrent encore à ce sujet. Et dans la mesure où, à l'heure actuelle, le virus circule encore très fortement, il me semble plutôt raisonnable pour limiter la circulation de ce virus de pouvoir opérer des gestes de bon sens pour nous protéger tout à chacun et pour le voir comme une véritable mesure de santé publique pour la communauté. Avant de partir en course, je vous rappelle qu'il est indispensable de se laver les mains et d'emporter votre masque avec vous. Au moment où vous arrivez en course sur votre lieu de marché, de supermarché, pensez à mettre votre masque, à vous désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Pourquoi à nouveau se désinfecter les mains? En effet, entre le départ de chez vous et votre arrivée sur votre lieu d'approvisionnement, vous avez peut-être pris les transports en commun, vous avez peut-être pris votre voiture et on n'est pas à l'abri, en tout cas on ne désinfecte pas son volant en permanence, donc mieux vaut
se redésinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Dans des supermarchés, des hypermarchés, continuer de maintenir les 1 mètre de distance entre chaque personne. Et puis, il est important d'éviter de toucher à tous les aliments. Vous savez qu'on a cette fâcheuse tendance à tâter les fruits, les légumes, et puis à poser, à reprendre des produits dans les rayonnements. Ne touchez que ce que vous achetez, c'est plutôt la règle. En rentrant à la maison, je vous invite dans un premier temps à vous laver les mains soigneusement de la même manière, à poser vos sacs de courses au sol, hein, quelque chose qui peut vous paraître anodin, mais poser ces sacs de courses sur votre table de salle à manger ou sur un plan de travail de votre cuisine, peut-être que votre sac en tissu ou sac plastique est entre guillemets contaminé, ou peut-être du virus est présent dessus. Donc évitez de mettre ce support en contact direct avec des surfaces alimentaires que vont être les plans de travail de cuisine ou les tables. Laissez les produits secs de côté pendant quelques heures avant de les ranger si vous le souhaitez. Ils n'ont pas besoin d'être rangés tout de suite. Vous pouvez donc tout à fait les mettre de côté et venir enlever les suremballages et les ranger quelques heures plus tard. En revanche, les produits frais qui doivent aller au réfrigérateur ou au congélateur, je vous invite à enlever les suremballages, à nettoyer les produits, à nettoyer l'extérieur des produits avec une microfibre humide. Pourquoi pas? Et sur les fruits et légumes, je vous invite à les laver à l'eau claire, à les essuyer et à les poser dans leur coupelle qui est destinée à cet effet. N'utilisez en aucun cas l'eau de Javel ou le vinaigre blanc. Pourquoi pas d'eau de Javel? Certes, l'eau de Javel désinfecterait vos emballages extérieurs. Par exemple, sur des emballages de yaourt, les pots de yaourt, bien sûr, si vous passiez de l'eau de Javel, vous désinfecteriez sans problème l'emballage et vous seriez sûr qu'il n'y a plus de virus. En revanche, sur des produits comme les fruits et légumes, où vous risquez de mal rincer cette eau de Javel, vous avez un fort risque d'intoxication alimentaire. Donc, s'il vous plaît, pas d'eau de Javel en cuisine. Pas de vinaigre blanc de la même manière, là pour une autre raison, le vinaigre blanc est inefficace, clairement inefficace sur le coronavirus. Donc un simple nettoyage de vos produits avec une microfibre humide, rincer, sécher, c'est tout à fait suffisant. Une fois que vous avez terminé tout ça, lavez-vous les mains soigneusement. Et puis, quelque chose que je n'ai pas mis, mais forcément sur les produits qui vont au réfrigérateur et au congélateur, d'une manière générale, que l'on soit en période de coronavirus ou pas, on vous invite à nettoyer votre réfrigérateur au minimum une fois par mois. Donc, n'oubliez pas ce geste qui est important, d'autant pour la présence de virus que de micro-organismes comme les microbes, comme les bactéries, qui se développent très bien dans les réfrigérateurs. Avant de conclure, je vous propose de retenir quelques éléments essentiels. Donc, l'importance pendant cette période de confinement pour essayer de gérer au mieux notre alimentation, rythmer sa journée, organiser sa journée, c'est vraiment important. Et maintenir les 3 repas par jour, ce temps-là est primordial. Pensez effectivement à l'équilibre alimentaire en favorisant une part de fruits et légumes suffisante et en veillant à ne pas avoir des apports trop importants puisque notre dépense énergétique est diminuée. Préparez vos repas à l'avance. Ça veut dire préparez éventuellement des menus sur une petite fiche. Préparez votre liste de courses. Peut-être commencez à préparer des basiques pour les varier et pour vous réapprovisionner. C'est une aide certaine dans votre quotidien. Et puis pensez aux circuits courts, aux achats locaux, avec toutes les initiatives qui se sont développées pour l'alimentation de demain et pour le choix concernant notre santé et notre environnement, c'est certainement une bonne chose. Et bien sûr, quelque chose qui n'est véritablement pas oublié, manger avec plaisir. Prenez plaisir à manger, c'est une composante indispensable. J'en ai fini. Merci à toutes et à tous. Je vais arrêter le partage de mon écran et repasser la parole à Julien pour les questions et les réponses, les questions des participants. Bien, merci Adeline pour cette présentation très complète et très dynamique. J'avais prévu que nous partions d'abord vers certaines questions que nous avons pu avoir en amont du webinaire, puisque nous en avons reçu un certain nombre déjà en préparation. Mais je pense que ça sera intéressant de revenir sur une question que nous avons eue là en direct, qui fait écho à la contamination des aliments, histoire de vraiment rassurer une bonne fois. La personne nous dit « J'ai vu que les fruits et légumes frais
pouvait amener le Covid. Qu'en est-il? Alors non, il n'y a pas, j'ai épluché dernièrement les études scientifiques, rien ne prouve que des fruits et légumes puissent nous contaminer. Il n'y a pas de contamination par la voie digestive, donc véritablement, euh, pas de risque à ce niveau-là, pas de risque non plus de consommer des fruits et légumes crus. Effectivement, la seule manipulation, la précaution que l'on peut prendre chez soi, c'est comme je le disais tout à l'heure en rentrant, c'est de passer ces fruits et légumes à l'eau claire, de les essuyer doucement et de les ranger soit dans le bac à légumes quand ce sont des légumes, soit dans la coupelle ou soit dans une cave, dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière, comme on peut avoir l'habitude de le faire, mais véritablement pas de risque à ce niveau-là. Ok, voilà, ça a permis de vraiment bien rassurer, de faire le point sur ces questions-là. Je souhaitais, avant qu'on aille vraiment vers les questions, qu'on revienne sur la particularité du plaisir, ce plaisir alimentaire dont on nous parle souvent lorsqu'on anime des ateliers collectifs en présentiel, qui est assez subjectif et qui est une notion importante pour notre motivation. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce niveau-là? Et nous avons d'ailleurs une question un petit peu complémentaire hein, sur ce sujet qui nous dit eh bien, je voudrais qu'on m'explique un petit peu mieux en quoi manger en pleine conscience permettrait de limiter la cause des envies de manger émotionnelles. Vaste sujet. Euh, Ce qui est important de rappeler déjà dans un premier temps, l'alimentation, c'est trois composantes. La première chose, c'est un besoin physiologique, énergétique. On a tous besoin de manger pour vivre, pour réaliser toutes nos tâches du quotidien. Donc, on a besoin d'apporter des vitamines, des minéraux, des protéines, des lipides et des glucides à notre organisme pour qu'il fonctionne correctement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pardon, c'est la composante culturelle de l'alimentation. On s'identifie à un groupe, à une communauté à travers notre alimentation et on mange différemment d'un pays à l'autre. Donc, on se retrouve sur cette manière-là. Et la dernière chose qui est effectivement essentielle, c'est le plaisir. L'alimentation, c'est un geste de plaisir, de convivialité, de partage qui est important. C'est une notion qui est forcément très subjective. Euh, des personnes qui se font plaisir avec un carré de chocolat, d'autres qui se font plaisir en mangeant une carotte. Donc, il faut respecter ça et il faut plutôt être à l'écoute. Donc, le plaisir, déjà, il est mis en avant par nos sens. Passer devant une boulangerie qui a du pain tout chaud, forcément, quand on va humer l'odeur, ça nous donne envie. Voir un plat qui est extrêmement bien préparé, avec des couleurs, avec tout ça, ça nous met en appétit, ça nous donne envie. Donc ça, il faut essayer de se le réapproprier chacun et de voir ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir, d'où l'intérêt aussi de prendre le temps de cuisiner, parce que quand on cuisine, on voit les aliments, on les sent, on entend des bruits quand on prépare, donc ça c'est important. Dresser une jolie table, c'est important. Et puis, effectivement, le plaisir, ça fait appel nos émotions. Bien évidemment, en fonction des émotions dans lesquelles on se trouve, ça peut avoir un impact sur notre alimentation. Quand on est au colère, quand on est stressé, on peut soit manger, soit avoir l'appétit coupé. Donc, il faut aussi essayer de s'écouter par rapport à ça. Donc, sur l'alimentation pleine conscience, alors je ne suis pas une experte, mais pour répondre à la question, euh, c'est vraiment l'intérêt. Hein. Il y a des mécanismes cérébraux avec voilà qui sont mis en avant le système nerveux qui se met véritablement en route quand on mange, quand on va manger et c'est là-dessus qu'il faut être à l'écoute. Ce que je disais, l'exemple qui me semble voilà le plus simple, c'est on mange un dessert, on a une part de moelleux au chocolat, mais qui nous fait envie, qu'on veut consommer, mais si en même temps on est en train de se dire ah non mais il faut pas je peux pas, c'est pas raisonnable, c'est pas bien, je vais prendre du poids. Le message qui est envoyé à notre cerveau, il est complètement contradictoire. Le cerveau, il voit un aliment qui nous fait plaisir, qui nous fait envie, mais en même temps, il a le message de « Ah non, mais il faut pas que je le mange, je dois pas le manger ». Donc forcément qu'on va pas se rassasier et on ne va pas se satisfaire. Le cerveau ne va pas se satisfaire pleinement de ce que l'on mange. D'où le risque derrière de continuer à grignoter ou de compenser certains actes alimentaires par d'autres, parce que le cerveau va redemander à être satisfait. Voilà.
Moi, ce que je peux dire en complément, c'est que la première fois que j'ai vu une expérience de ce type-là, c'était avec 2 carrés de chocolat avec une diététicienne d'un centre mutualiste et qui proposait aux personnes un petit temps pour se centrer sur soi avant de déguster les carrés. Et beaucoup du public, des seniors, avaient dit quoi que 2 carrés. Et je dirais que une bonne moitié a eu du mal à manger le deuxième carré, voire ne l'a pas mangé, l'a gardé pour plus tard, tellement ils avaient eu une explosion de saveur et un moment particulier avec un carré de chocolat, certes très bon, mais petit. Hein. Mm. C'est tout à fait ça. Mastication aussi, qui du coup libère beaucoup de choses, mais envoie des messages de satiété. Hein. C'est ce qu'on appelle le toucher, mais le toucher en bouche, en fait. Voilà. Le D'accord. toucher en bouche, ça permet de dégager les saveurs, des odeurs avec un impact au niveau rétronasal. Voilà, c'est tout ce développement. Et c'est pour ça que on redonne toujours dans les conseils de prendre le temps de manger, de prendre le temps de mastiquer. Et c'est pour ça que je disais aussi d'être déconnecté. On est beaucoup trop, je pense, souvent avec un téléphone à côté de nous, en regardant la télé. Il y a plein de choses qui se passent parce que c'est pas simple en ce moment. On peut pas réellement partager de repas avec les amis, avec la famille. Donc parfois on se retrouve seul chez soi, donc on a bien besoin de compagnie d'une certaine manière. Et puis en même temps, il faut véritablement prendre le temps de manger. Ok, je te remercie Adeline, je pense que c'était vraiment très important qu'on aille sur cette question-là, qui est une question vraiment centrale et sur laquelle je vous invite à chercher un petit peu plus les uns les autres. Vous allez certainement découvrir des choses très enrichissantes. On va essayer d'avancer un peu plus parce que on a aussi pas mal d'autres questions. Alors on en a une sur les défenses immunitaires qui nous dit quels aliments privilégier pour renforcer ces défenses immunitaires. Oui, donc à l'entrée de l'hiver, effectivement, on peut s'interroger sur une baisse des températures, une baisse de la luminosité. Ça impacte notre morale, ça entraîne un peu plus de fatigue, de faiblesse. Donc oui, renforcer ses défenses immunitaires à l'approche de l'hiver, c'est tout à fait bien. Attention, on est bien dans un cadre de renforcer ses défenses immunitaires pour lutter contre les petits virus de l'hiver. Les conseils que je vais vous donner, ça ne vous garantit pas d'attraper le coronavirus, on est bien d'accord. Mais d'une manière générale, alors, on le redira jamais assez, mais manger équilibré, diversifié, c'est vraiment une notion essentielle qui permet déjà de bénéficier de tous les nutriments dont on a besoin. On peut malgré tout faire un focus sur certaines vitamines et certains minéraux qui sont essentiels. Ce seront les vitamines A, C et D, le fer et 2 oligo-éléments que sont le zinc et le sélénium. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que si on a pas mal de questions, mais vous dire, la vitamine A, prioritairement plutôt dans les foies, dans les abats, mais aussi sous forme de provitamine A qu'on appelle le bêta-carotène. On peut en trouver dans les légumes de couleur orangée, les carottes, le potiron. La vitamine D, si vous ne le savez pas, l'apport majoritaire de vitamine D, ce n'est pas notre alimentation, c'est plutôt les rayons du soleil qui se posent sur notre peau et qui nous permettent de fabriquer de la vitamine D. Donc 15 minutes d'exposition par jour au soleil ou aux rayons de la lumière déjà, ça permet de fabriquer de la vitamine D en quantité suffisante, d'où l'intérêt encore de vous inviter à sortir quotidiennement sur cette heure tous les jours. On peut malgré tout, de la vitamine D, on va en trouver dans les poissons gras aussi, ça fonctionne bien. La vitamine C, contrairement un peu aux idées reçues, oui, il y en a dans les agrumes, mais il y en a nettement plus dans le kiwi, nettement plus dans les baies rouges comme du cassis et aussi beaucoup dans du persil frais. Donc pourquoi pas du persil pour accommoder ces plats et ça fonctionne bien. Le fer, on va l'avoir essentiellement sur les viandes rouges ou sur le boudin noir, voilà, de cette manière-là. Le zinc, c'est quelque chose de très ciblé, le zinc, plutôt dans les huîtres, dans du bœuf et du sésame aussi, qui sont des aliments très riches en zinc, assez particuliers. Et le sélénium, on va être aussi des choses assez typiques, les champignons, les mentales, certains abats aussi des fois, qui sont riches en sélénium. Bref, vous voyez que c'est quand même assez varié, donc je réinsiste sur le fait qu'il faut essayer d'apporter au maximum ces micronutriments par l'alimentation. La complémentation orale avec des compléments alimentaires, c'est vraiment délicat. Moi, je vous invite à vous renseigner auprès de votre médecin ou auprès d'une diététicienne si vous êtes suivi par une diététicienne ou si vous avez vraiment envie d'avoir des conseils pointus, parce que ce n'est pas la priorité, la complémentation.
Ok, ça pouvait être un petit peu technique. On remettra de toute façon quelques éléments sur notre Oui. site. Et nous, on favorise toujours l'échange avec le médecin, quelle que soit la thématique. C'est vraiment important de ne pas hésiter. Ils ont l'air parfois pressés, mais il faut y aller, essayer de créer l'échange. Alors, quelques autres questions. Donc, on avait une personne là qui voulait savoir si le topinambour était un féculent. Ça avait l'air de poser question. Il en a pas mal à sa disposition. Le topinambour, oui. Alors, on peut effectivement. Ça a l'air litigieux. J'ai cherché pendant ce temps-là. Ouais, c'est très litigieux. On pourrait. C'est délicat. Je continue de le placer moi dans les légumes anciens, C'est même ce que si j'ai trouvé aussi. effectivement on a ce sentiment que c'est un petit peu plus farineux. Ça reste quand même partie des légumes anciens. Ok. Alors, on avait une petit point de vigilance, je crois, sur la raclette, où on nous demandait si on pouvait faire de la raclette, mais pas trop lourde. Je crois que les producteurs de raclette sont déjà un petit peu menacés de pénurie, si j'ai bien compris. Oui, sur la raclette, voilà, vous avez peut-être dû voir des reportages, c'est vrai, dernièrement, hein, sur l'explosion de la raclette avec l'approche de l'hiver. Euh, oui, c'est un plat très convivial aussi, hein, voilà, qu'on peut malheureusement pas forcément partager, encore une fois, avec les amis, la famille en ce moment, mais au moins avec les proches de son foyer. Deux, trois éléments, oui, pour avoir une raclette peut-être un peu moins lourde. Trois composantes hein, dans la raclette, le fromage, la charcuterie, la pomme de terre. Sur la pomme de terre, oui, on peut, pourquoi ne pas réduire les pommes de terre et introduire des légumes dans une raclette. Alors, les puristes n'aimeront pas, mais malgré tout, ça fonctionne très bien. On est encore sur la période des champignons, donc des petites lamelles de champignons, de cèpes, pourquoi pas, dans les petites coupelles, c'est assez impeccable. Du brocoli qu'on peut cuire vapeur en amont, c'est très bien aussi, ça apporte de la verdure. Sur la charcuterie, c'est vrai qu'on essaiera de privilégier peut-être des charcuteries qui sont moins grasses, comme du jambon blanc, comme du bacon, comme alors de la fine de bacon, on va dire, donc des tranches qui sont voilà très très qui sont sur la partie noble. Voilà, on peut aussi remplacer tout ce qui va être rosette ou saucisson sec, par exemple par du blanc de poulet ou des aiguillettes de poulet ou de dinde qu'on coupe, qu'on émince très finement. Ça fait de la viande blanche qui est moins grasse. Et puis sur le fromage, forcément le fromage à raclette, c'est quand même une priorité. Néanmoins, on peut voilà, aller demander à son fromager de couper du fromage à raclette et de le couper peut-être sur des tranches très fines. Parce que ce qu'on voit généralement dans le commerce, dans ce qui est pré-emballé, c'est qu'on a des tranches qui font quand même 5-6 mm d'épaisseur. Donc forcément, c'est une quantité assez importante de fromage que l'on consomme. Donc d'avoir des tranches plus fines, ça permet déjà de réduire sa consommation de fromage de raclette. Et puis on peut aussi associer d'autres fromages dans la raclette. Pourquoi pas des bleus, pourquoi pas du chèvre. Ça fonctionne assez bien. Et puis, s'il y a quelque chose auquel il faut penser, c'est d'utiliser des produits de qualité. La raclette, non, il faut éviter effectivement d'en manger toutes les semaines. Peut-être que c'est un plat qu'on va se réserver une fois par mois, deux fois par mois. Autant avoir des produits de qualité. Ok, on a compris, pas la peine de charger, de surcharger. Euh, on a une question là c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. En quoi la fibre humaïde ou humède serait efficace contre le coronavirus? Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je ne sais pas si tu sais, quelque chose auquel on pourra répondre ultérieurement, hein. Oui, on pourra peut-être apporter des réponses que je ne connais pas du tout cette fibre. Voilà, aucune idée. D'accord, on va se renseigner. Euh, alors, quelqu'un qui nous fait une remarque qui irait bien avec notre passage tout à l'heure sur le plaisir, qui nous dit si l'angoisse du confinement pousse à se réconforter en mangeant, le travail n'est-il pas à faire sur l'angoisse et non pas de renforcer les angoisses par la peur de grossir en triant les aliments? Oui, alors clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vrai que cette contrainte de vouloir à tout prix lire les emballages, les étiquettes, de vouloir peser, de vouloir, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut mettre de côté et revenir à du bon sens. Et ce qui est certain, c'est que oui, les gens qui peuvent être angoissés aussi pendant cette période, il y a un travail à faire sur effectivement cette angoisse. Est-ce que c'est Sur la l'angoisse source, en fait. d'être enfermé, de ne pas voir ses proches, voilà. Oui, ça fait des effets, effectivement. C'est des effets, c'est une émotion, l'angoisse est une émotion et effectivement, oui.
Le petit tour d'activité physique peut rentrer en ligne de compte là aussi. Le petit tour d'activité physique fait du bien. Je pense encore une fois, hein, on a cette chance d'avoir un climat là en ce moment qui est plutôt clément, hein. On a des belles journées. Il y a pas, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pluie, mais en tout cas, il y a peu d'excuses pour pas sortir. On peut se permettre de sortir. Alors c'est vrai, si on privilégie les heures de plein ensoleillement, c'est aussi bon pour notre vitamine D. Voilà, on peut peut-être s'octroyer ça en 2 fois une demi-heure aussi. Voilà, il y a un petit peu de souplesse malgré tout, donc allons-y. Ça fait du bien, on s'aère, mais on envoie aussi des messages hormonaux liés au mouvement hein, qui Ouais. régulent aussi l'humeur. Ok. J'ai quelqu'un qui me demande si la conservation de ces fruits dans son jardin peut entraîner une contamination éventuelle au coronavirus. Non, non, non. De Il y a, nouveau, non. Hein. non, 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 il y a pas de problématique par rapport à ça. Encore une fois, on est sur une contamination voilà, hein, qui se fait par gouttelettes hein, essentiellement. Donc, il n'y a pas de raison qu'un stockage de légumes dans son jardin voilà, soit en cause. J'ai encore deux, trois questions, il faudrait qu'on prenne au moins, mais j'ai les réponses. C'était en fait un problème c'était une coquille, c'était de la microfibre humide, en fait, ce dont on nous parlait. Tout à l'heure, quand on ne savait pas de quoi il s'agissait, Ah, voilà. En fait, c'était de la microfibre humide. Donc, oui, alors j'ai parlé de la microfibre hein, simplement pour une idée d'utilisation personnelle, mais l'idée c'est un linge humide en fait, hein, un linge humide. Je pense plus à ça plutôt que les sopalins où on est sur des produits jetables. Utilisons plutôt du durable et donc du coup c'est un linge humide, un chiffon humide, voilà. mais la microfibre, effectivement, avec ces micro-bouclettes, Oui, a un pouvoir de nettoyage qui est très intéressant. ouais, oui, voilà, la microfibre c'est vraiment un bon ustensile quand même maintenant dans son intérieur, c'est pour ça. On en parlera d'ailleurs la semaine prochaine, je crois, de la microfibre. Ok, donc les quelques dernières questions. Quelqu'un qui nous redemande quand même hein, sur la supplémentation, qui nous dit renforcer ses sources de vitamine D3 à défaut d'exposition au soleil. Est-ce que ça serait quand même pas intéressant? Et pour le zinc aussi, ça serait peut-être recommandé. Voilà. Là, je pense qu'on est dans une question un peu médicale en fait. Hein. Oui, 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 il y a des catégories de population où effectivement on recommande une supplémentation. Là, c'est impropre aussi aux catégories de population, les enfants, les femmes enceintes allaitantes, les publics au-delà de 55-60 ans. Là, vraiment, je vous invite à vous renseigner auprès de votre médecin, hein, véritablement. Et puis, y a-t-il un, ça serait intéressant ça. Y a-t-il un danger à manger trop de fruits par rapport au sucre? Alors, ce qui est sûr, c'est que sur la recommandation fruits et légumes, on en est toujours à consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Des ajustements ont été faits hein, dans les recommandations où il est vrai qu'on se dit c'est 5 fruits ou légumes par jour, hein, c'est pas 5 fruits et 5 légumes. Ça, c'est une idée reçue qu'on a quand même depuis longtemps, je pense, réussi à balayer. Mais dans l'idée, c'est peut-être pas 5 fruits dans la journée et 0 légumes. Voilà, c'est plutôt 3 légumes et 2 fruits. Donc, c'est vrai que si on a un fruit à chaque repas principal, le midi, le soir, c'est très bien. Euh, Plus on va consommer de fruits, hein, plus effectivement c'est un apport de sucre qui n'est pas négligeable. D'accord. Et puis, peut-être pour finir, quelqu'un qui nous pose des questions sur la satiété, qui nous dit cette notion des 20 minutes de satiété, pour elle, ce n'est pas du tout validé scientifiquement et encore moins cliniquement, qui dit heureusement que l'on peut s'arrêter de manger en moins de 20 minutes et obtenir cette satiété, sinon ce serait effroyable. Moi, j'ai envie de poser la question de la satiété aussi dans la durée, peut-être. Alors, hormonalement, hein, il y a des mécanismes il y a un mécanisme de satiété au niveau de l'organisme et l'hormone de la satiété, la production est déclenchée au bout de 20 minutes à peu près, à partir du début du déjeuner. Il y a des études qui l'ont montré et justement, effectivement, sur cette durée, comme tu dis, Julien, oui, on peut manger en 10 minutes sans problème. Mais du coup, on aura un mécanisme plus tard peut-être de compensation parce qu'à un moment donné, notre corps aura pas eu l'impression d'être pleinement
d'être pleinement rassasié. Donc, il y a des mécanismes. Après, 20 minutes, c'est une moyenne, effectivement. Bien sûr. Voilà, c'est pas 20 minutes pile, mais c'est le principe de dire qu'il faut effectivement prendre le temps de s'asseoir, de déjeuner. Parfois, on parle de réussir à poser sa fourchette entre chaque bouchée pour véritablement prendre le temps de consacrer au moins 20 minutes. Si c'est 30 ou 45, c'est nettement mieux. D'accord. Et puis, sur cette question-là, très clairement, repérer entre être bourré, parce que des fois on se remplit et on peut confondre avec la satiété, les messages sont parfois difficiles à décoder. Oui, parce qu'on a aussi perdu l'habitude de s'écouter. Voilà, il y a toutes ces notions d'appétit, de faim qui sont pas les mêmes, de satiété. Tout ça, ce sont des notions qui sont assez complexes et qui méritent voilà, de prendre le temps de s'interroger pour essayer de ressentir mieux les choses. Et on est dans une société où tout va vite, où on ne prend pas le temps. Donc forcément, voilà, c'est délicat de ressentir les choses et de se poser par rapport à ça. Ok. Bien écoute, juste pour finir la toute dernière, j'entends souvent, le fruit riche en vitamine C peut-il se consommer le soir? Oui, Moi, j'ai un élément. On m'a dit en formation santé environnement que la vitamine C énervée, mais que la vitamine C qui énervait, c'était celle qui était synthétique. Donc, moi, j'ai eu des informations qui me disaient que la vitamine C d'origine naturelle n'avait pas forcément cet effet-là. Ça venait de Philippe Perrin à ce moment-là, référence en tant qu'éco-infirmier. Oui, ce qui est sûr, c'est pour ça que tout à l'heure je mettais un bémol sur les supplémentations à base de compléments alimentaires, puisqu'on est sur des formes synthétiques en général des vitamines ou des minéraux, on n'est pas sur la forme naturelle. Et du coup, chimiquement, c'est pas du tout c'est pas forcément la même molécule, donc ça n'a pas les mêmes effets sur l'organisme. C'est très compliqué, ça c'est comme le café après 16 heures ou le thé après 16 heures. Non, il y a pas de risque particulier à consommer un agrume sur le repas du soir. Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent plus prendre un café après 14 heures de l'après-midi. Donc, encore une fois, il faut aussi s'écouter. Je pourrais en être, et on pourrait dire que bah, de toute façon, la personne se connaît, donc si elle a remarqué quelque chose, Chose, et je pense que c'est ce qu'on sait tous faire. il Donc, faut je s'écouter. vous remercie Adeline pour l'ensemble de ces éléments. J'espère qu'on aura pu répondre à la très grande majorité des questions. On pourra mettre de toute façon quelques éléments complémentaires sur le site de la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Juste bah, pour conclure cette conférence, je te remercie encore pour cette nouvelle collaboration vraiment très enrichissante. Je tiens aussi à vous dire qu'on pourra se retrouver mardi prochain à la même heure, donc le 1er décembre, pour un second webinaire, cette fois sur nettoyage, hygiène et coronavirus, où on parlera pollution dans le logement notamment, comment concilier crise sanitaire et démarche éco-responsable pour éviter bien de s'exposer trop aux polluants en pensant au contraire assainir. Et puis, je remercie également les mutuelles et les services de soins et d'accompagnement mutualistes de la Mutualité française, ainsi que l'ensemble de nos partenaires qui vous ont relayé l'invitation à ce webinaire, et notamment les contrats locaux de santé, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, les départements et les communes. Je remercie enfin nos collègues qui, dans l'ombre, ont œuvré dans cette organisation, Magali, Anthony, Cynthia, qui en coulisses ont permis un déroulement fluide pour ce webinaire, cette webconférence.